Tu sais, dans les histoires criminelles, on adore mettre des étiquettes simples, 3 mots qui claquent, faciles à retenir. Pour Pauline Dubuisson, l'étiquette qu'on a collée, c'est crime passionnel. Sauf que quand tu soulèves le couvercle, tu te rends compte que cette histoire, c'est tout sauf simple. On parle d'une France qui sort à peine de la guerre, une société encore crispée sur la morale, surtout quand il s'agit des femmes, une presse qui se nourrit de sang et de scandales, et au milieu, une jeune femme avec un passé qu'aucun manuel ne t'apprend à porter. Pauline Dubuisson, c'est pas juste une femme qui tue par amour, c'est une gamine qui a survécu à l'occupation en servant à l'hôpital allemand, une fille marquée au fer rouge à la Libération, une médecin en devenir, fière et indépendante, mais qui traîne derrière elle une humiliation publique et une tentative de suicide. Et ça, crois-moi, ça façonne quelqu'un. Ça forge une armure que plus tard, on lui reprochera justement au moment où elle aurait eu besoin de montrer ses failles. Et tu verras, cette affaire, c'est presque une mécanique d'horloger. Chaque engrenage, une humiliation, une rupture, un choix, un mot de trop, qui fait tourner la roue vers le point de non-retour. Et à la fin, on se retrouve avec une question qui divise encore. Est-ce qu'elle a prémédité un meurtre froidement, ou est-ce qu'elle a tenté de mourir avec lui et a raté ? Alors installe-toi, on va remonter le temps, pas juste pour raconter des faits, mais pour comprendre l'esprit derrière l'affaire. Bienvenue dans ce premier épisode de Crime Mécanique. Si tu veux comprendre Pauline Dubuisson, il faut commencer bien avant les coups de feu. On est au début des années 30, Pauline naît à Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Sa famille est protestante, elle est stricte et son père Georges, lui, est dentiste. Mais dans sa tête, c'est surtout un militaire. Il a une rigueur, il a de la discipline, il est pas du genre à encourager les effusions d'émotions, plutôt le style on se tient droit et on encaisse et on avance. Pauline, c'est la seule fille de la famille et ça compte. Parce qu'il y a une pression implicite. Représenter la bonne éducation, les bonnes manières, être irréprochable. Et en même temps, elle a un tempérament qui dénote. Indépendante, parfois même un peu obstinée, elle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Et puis, à ce moment-là, la guerre éclate. En 1940, Dunkerque est bombardée, la ville se vide et la région vit au rythme des sirènes et des uniformes. Pauline est encore adolescente, mais elle va être plongée dans un monde où les codes habituels explosent. En 1942, elle commence des études de médecine. À 19 ans, elle travaille comme aide infirmière, mais pas dans n'importe quel hôpital, celui réquisitionné par les Allemands à Rosendale. C'est là qu'elle rencontre le colonel Dominique, médecin-chef allemand. Ils entament une relation et là, faut être clair, dans le Dunkerque de l'époque, ça ne passe pas inaperçu. Et surtout, ça ne pardonne pas. Quand arrive la libération en 1944, la France se déchaîne contre ce qu'on appelle les femmes tondues, celles qui sont accusées d'avoir des relations avec l'occupant, et Pauline est prise dans cette vague. On la rase publiquement, on la promène dans la rue, des croix gammées sont peintes sur son corps, et il y a même plus grave, elle est condamnée à mort par un tribunal populaire. Oui, on parle d'une exécution sommaire, c'est son père justement qui la sauve in extremis en la sortant de là, et ce genre d'humiliation, ça tu ne l'effaces pas, ça te colle à la peau, et surtout ça t'apprend un truc, ne jamais montrer ce que tu ressens. Après ça, Pauline tente de se suicider une première fois, et elle survit. Et retourne à ses études comme si de rien n'était, mais à partir de là, il y a une barrière invisible entre elle et les autres, une façade. Et ça, c'est un détail psychologique clé pour comprendre la suite, parce qu'en 1951, quand elle se retrouvera face à un jury, cette façade, ce contrôle glacé, sera interprété comme du mépris ou de l'absence de remords, alors qu'en réalité, c'est juste le mode de survie qu'elle a adopté depuis la libération. Quand on parle de Pauline Dubuisson, on oublie souvent que son histoire commence bien avant l'affaire judiciaire. Pour comprendre ses gestes, ses silences, il faut revenir à ces années où tout a basculé pour elle, l'occupation. On va rentrer un peu plus en détail de ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors imagine Dunkerque en 1942, la ville a déjà vécu l'enfer en 1940, évacuation, bombardement, départ des troupes britanniques, la région vit sous le contrôle direct des Allemands pour beaucoup. C'est la survie. Trouver de quoi manger, éviter des ennuis, rester en vie. Pauline, elle a 19 ans. Elle poursuit ses études de médecine, mais la réalité, c'est qu'une grande partie des hôpitaux ont été réquisitionnés par l'armée allemande. À Rosendale, l'hôpital est tenu par des officiers de santé allemands, et c'est là qu'elle rencontre le colonel Dominique, médecin-chef que je te parlais tout à l'heure. Les faits sont très clairs, Pauline devient tout simplement sa maîtresse. Est-ce par opportunisme, par sentiment, par simple besoin de protection dans un contexte ultra dangereux? On ne le saura jamais vraiment. Ce qu'on sait, c'est que cette relation va être le premier dossier que la société retiendra d'elle, parce qu'à la libération, l'heure est à l'épuration. Et l'épuration, à cette époque, elle n'est pas que judiciaire, elle est aussi publique, brutale et souvent expéditive. Les femmes tondues deviennent le symbole d'une vengeance populaire, et Pauline, elle, malheureusement, elle n'y échappe pas.
Elle est arrêtée, tondue, on la promène dans les rues, on peint sur son corps des croix gammées, on hurle, on insulte, on la crache au visage et ce n'est pas juste une humiliation, c'est un jugement social définitif parce que dans les yeux de ceux qui assistent à ça, peu importe ce qu'elle fera plus tard, elle restera la collaboratrice. Mais il y a pire. Un tribunal populaire local, ce qu'on appellerait aujourd'hui un tribunal illégal, la condamne à mort. On parle d'exécution par balle. Tout de suite. C'est son père qui intervient et qui la sort de force, qui l'arrache littéralement à une mort certaine. Et il faut visualiser ce moment. Elle est à 2 doigts de se faire tuer, non pas par les nazis, mais par ses propres compatriotes. Et après ça, Pauline, elle est détruite, littéralement. Elle tente de mettre fin à ses jours. Première tentative de suicide, elle survit. Mais quelque chose se verrouille définitivement. Dès cet instant, elle apprend à tout garder à l'intérieur, à ne pas pleurer devant les autres, à contrôler chaque mot, chaque expression, et ça c'est capital. En 1953, quand elle sera sur le banc des accusés, ce masque froid, cette absence apparente d'émotion, ça sera interprété comme une preuve de sa froideur ou de sa culpabilité. Mais en réalité, c'est juste un réflexe de survie qu'elle a intégré dans la douleur. Et il y a un autre effet pervers. Cette carapace, elle va aussi influencer ses relations avec les hommes. Elle n'est pas du genre à supplier, à se mettre en position de faiblesse affective, ce qui est dans une époque où on attendait des femmes douceur et soumission, la rend encore plus incomprise. Et plus tard, beaucoup plus facile à condamner. Après l'orage de la Libération, Pauline aurait pu disparaître des radars. Elle aurait pu changer de ville, de nom et tout recommencer ailleurs, mais non. Elle reprend ses études de médecine à Lille, comme si elle refusait que la honte publique soit la dernière image qu'on garde d'elle. Et il faut bien comprendre, à l'époque, faire médecine quand on est une femme, c'est déjà un défi. Dans les amphis, les étudiantes sont rares. On les regarde parfois comme des curiosités, parfois avec un peu de méfiance, mais Pauline, elle, n'est pas là pour plaire. Elle bosse, elle s'accroche, et elle garde ce même style qu'on lui connaissait déjà, indépendante, déterminée, et assez distante. Elle n'a pas le profil de la jeune fille soumise qu'on attend encore souvent dans les années 40. Et côté cœur, eh ben c'est pareil, elle n'a pas vraiment de filtre. Elle vit ses relations comme elle l'entend, ça choque, ça alimente les rumeurs. Mais Pauline, elle, n'a plus vraiment peur des jugements, elle a déjà connu forcément bien pire. Et c'est dans ce contexte qu'elle rencontre Félix Bailly. Félix, c'est l'inverse d'elle sur beaucoup de points, élève sérieux, fils de bonne famille, plutôt discret. Ils se plaisent, ils sortent ensemble, ils deviennent amants. Et là, il faut se replacer dans l'époque. Avoir une relation sexuelle avant le mariage, en 1947, c'est déjà un pas de côté. Pour Félix, ça signifie souvent engagement. Pour Pauline, pas forcément. Félix veut l'épouser et Pauline, elle, refuse. Pas par désamour, mais parce qu'elle veut garder sa liberté, continuer ses études et ne pas se faire enfermer dans un rôle d'épouse modèle. Et là, tu sens déjà un peu la mécanique. Lui, il attend des codes traditionnels et elle ne les suit pas. Leur relation devient une sorte de valse, rapprochement, dispute, éloignement, et ça fait que ça à chaque fois. Parfois, Pauline fréquente d'autres hommes, ça, Félix le vit très mal, mais il revient toujours. Et elle accepte toujours de le revoir, un mélange d'attachement, d'habitude et peut-être d'ego aussi. Puis en 1949, Félix part à Paris pour continuer ses études. Là-bas, il rencontre Monique Lombard. Leur relation devient sérieuse. Pauline, elle, reste à Lille, mais elle ne lâche pas complètement l'affaire. Elle écrit, elle lui rend visite, et quand elle apprend début 1951 que Félix est fiancé, là, ça percute. Mais attention, pas comme dans les films où la jalousie pure te rend folle. Chez Pauline, c'est plus subtil. Il y a la jalousie, oui, mais aussi un sentiment de trahison. Elle, qui pensait garder un certain contrôle sur leur histoire, réalise que Félix est en train de fermer définitivement la porte. Et ça, pour quelqu'un comme elle, qui a déjà connu l'humiliation publique et qui a construit sa vie sur la maîtrise de soi, c'est insupportable. On arrive dans la dernière ligne droite avant le drame, et là il faut que tu comprennes. Entre Pauline et Félix, on n'est pas dans une histoire d'amour classique, c'est un mélange de passion, d'habitude, de rapport de force et d'orgueil. Début 1951, Pauline sait que Félix est fiancé à Monique Lombard. Elle aurait pu couper les ponts, passer à autre chose, mais non, elle décide d'aller à Paris pour s'expliquer. Déjà, rien que ça en dit long, on n'est plus dans la relation équilibrée, elle ne veut pas qu'il se marie avec une autre, mais en même temps, elle ne veut pas renoncer à sa liberté. Et c'est à ce moment-là qu'elle débarque à Paris, retrouver Félix. Les discussions sont tendues, Félix est partagé, il a encore de l'attachement pour Pauline, mais il est décidé à épouser Monique. Elle refuse cette idée. Elle repart à Lille, mais l'histoire est loin d'être terminée. Dans les semaines qui suivent, Pauline multiplie les lettres,
les appels. On est à une époque où ça passe par le téléphone fixe, par la poste, mais elle insiste. Et là, un petit détail rarement mentionné, plusieurs témoins dont la logeuse de Pauline diront plus tard qu'elle avait déjà parlé d'acheter une arme. Ce n'est pas encore acté, mais on sent que dans sa tête, elle commence un peu à envisager un affrontement un peu plus direct. Félix, lui, essaie de maintenir une distance, mais Pauline obtient son adresse exacte, le 25 rue de la Croix-Niver, dans le 15e arrondissement. Ce n'est pas juste pour lui envoyer une carte, non, c'est pour pouvoir le voir. Et dans ce genre de relation où l'ego compte autant que le sentiment, ce n'est pas rien. Félix, lui, continue sa vie, il prépare son mariage de son côté, mais ce qui est troublant, c'est qu'il accepte quand même de revoir Pauline. Certains diront que c'est par gentillesse ou d'autres qu'il était encore attiré. En tout cas, ça entretient l'idée chez elle que rien n'est totalement perdu. Et c'est là que la mécanique psychologique se verrouille. Pauline refuse l'idée d'être celle qu'on quitte. Elle l'a déjà été en 1944, humiliée devant toute une ville. Elle l'a été quand Félix est parti à Paris. Elle ne veut pas que ça se reproduise, et encore moins que ça se termine sur un mariage avec une autre. Et ça, c'est important. Dans son esprit, perdre Félix, ce n'est pas juste perdre un homme, c'est perdre la face. C'est accepter d'être remplacé, c'est subir encore une fois une forme de jugement social. Alors tu vois, on n'est pas juste dans la jalousie romantique, on est dans quelque chose de plus profond, un besoin de contrôle sur la situation, sur l'image qu'elle donne, sur la manière dont l'histoire se termine. Et ce qui est terrible, c'est que Félix, sans le vouloir, alimente ce mécanisme. En acceptant de la revoir de temps en temps, en ne coupant pas net les liens, il laisse une porte entrouverte. Et Pauline, elle, s'engouffre dedans directement. Ce mélange d'attachement, de rancune, d'orgueil blessé, c'est un cocktail qui, combiné à son passé et à sa façon de gérer les conflits, qui va bientôt exploser. Ça y est, on y est. À ce stade, Pauline sait que Félix va épouser Monique. Elle sait aussi qu'il ne reviendra pas vers elle comme avant. Mais plutôt que de disparaître, elle va organiser quelque chose. Et ce quelque chose, ça commence par un geste froidement concret, obtenir un permis de port d'armes. Oui, en 1951, c'est possible, elle en fait la demande et elle l'obtient. Avec ce papier en poche, elle se rend à Dunkerque et achète un pistolet calibre 6,35, pas un revolver de fortune, une arme précise, facile à dissimuler dans un sac ou une poche. Détail rarement mentionné, sa logeuse à Lille apprend qu'elle s'est armée et elle le dit à Félix. Et oui, Félix était prévenu. On ignore comment il l'a interprété, menace à peine voilée ou simple inquiétude exagérée, mais il ne coupe pas les ponts. Les jours qui précèdent le drame, Pauline monte à Paris. Elle s'installe dans un petit hôtel et 2 nuits de suite, elle se rend devant l'immeuble du 25 rue de la Croix-Niver, dans le 15e. Elle l'attend. Les témoignages parleront de longues heures passées dans la rue à guetter les lumières, à observer les allées et venues. Le 17 mars 1951, au soir, elle finit par croiser Félix. On ne saura jamais exactement ce qu'ils se sont dit, ni ce qui s'est passé dans l'appartement cette nuit-là. Certaines versions, la sienne, parlent d'une nuit passée ensemble comme une dernière réconciliation. D'autres, celle du parquet, évoque plutôt une conversation tendue. Au petit matin, tout bascule. 3 coups de feu. Un dans le front, un dans le dos et une derrière l'oreille. Les experts en balistique diront plus tard que le tir derrière l'oreille ressemble à un coup de grâce, ce qui servira à alimenter la thèse du meurtre prémédité. Pauline, elle, soutiendra que ce tir est intervenu dans un moment confus, lors d'une lutte, alors qu'elle voulait se suicider avec lui. Après les tirs, elle essaye de retourner l'arme contre elle, mais premier échec, le pistolet s'enraye. Alors elle tente une autre méthode, elle ouvre le gaz et se met le tuyau directement dans la bouche. Les voisins sentent l'odeur, préviennent les secours et les pompiers arrivent. Elle est encore consciente. On la transporte à l'hôpital et elle survit. Mais pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, la nouvelle arrive à Malo-les-Bains. Son père, Georges Dubuisson, apprend ce qui s'est passé. Il comprend que sa fille est arrêtée pour meurtre. Et là, il ferme toutes les fenêtres, allume le gaz et se suicide. 2 drames le même jour. Et ce qui frappe, c'est que dès ce moment, l'histoire n'est déjà plus seulement celle d'un crime, c'est une tragédie familiale, un scandale public et aux yeux de l'opinion, la preuve que Pauline est capable du pire. À ce stade, la mécanique judiciaire se met en route. Et vu la réputation qu'elle traîne déjà depuis 1944, il ne faut pas se leurrer, l'image qu'on va donner d'elle au procès est presque déjà écrite. Pour la presse, c'est une mine d'or. Le crime passionnel d'une ancienne femme tondue, un père qui se suicide, un fiancé issu d'un milieu respectable, tout est là pour fabriquer un monstre médiatique. Les premiers articles ne parlent pas d'une étudiante en médecine, ni d'une jeune femme au passé tragique, ils parlent de l'amante vengeresse. Certains journaux utilisent même le mot Messaline, une référence à l'impératrice romaine, connue pour sa débauche et sa cruauté. La machine est lancée, aux yeux de l'opinion publique. Pauline n'est plus une femme, c'est un archétype, celui de la femme fatale qui détruit
détruit les hommes. Et ce qui est terrible, c'est que cette image-là, elle est gravée avant même que l'instruction commence. Les témoins sont entendus, les experts examinent la trajectoire des balles, les distances de tir, on étudie la version de Pauline, elle dit que Félix avait accepté de mourir avec elle, qu'il a hésité au dernier moment et qu'ils se sont débattus, et que les coups sont partis dans la confusion. Le parquet, lui, parle de préméditation pure, d'un guet, d'une exécution froide. Entre ces deux versions, il n'y a pas de terrain neutre, et dans la France du début des années 50, la parole d'une femme déjà jugée immorale vaut beaucoup moins que celle d'un homme, surtout quand cet homme n'est plus là pour se défendre. En quelques jours, Pauline passe de suspecte à coupable dans la tête d'une grande partie de l'opinion, et quand son procès s'ouvrira 2 ans plus tard, ce sera moins pour déterminer ce qui s'est réellement passé que pour confirmer l'image que la presse a déjà installée dans la mémoire collective. 2 ans. C'est le temps qu'il faut avant que Pauline Dubuisson se retrouve devant la cour d'assises de la Seine. 2 ans à attendre son procès, à vivre avec l'idée que toute la France a déjà un avis sur elle. On est en novembre 1953, l'affaire a fait les gros titres, les rumeurs ont enflé et la presse est prête à se repaître du spectacle. Parce que oui, à cette époque, un procès criminel c'est aussi un événement mondain. Dans la salle, il y a des journalistes, des curieux, des notables et dans le box, il y a Pauline. Elle porte une robe sombre, les cheveux relevés, elle reste droite, silencieuse, pas un sourire, pas une larme. Et là déjà c'est un problème. Ce contrôle émotionnel, ce masque, c'est un mode de survie depuis la libération, mais pour le public ça passe pour de la froideur. Pour le jury ça ressemble à un manque de remords, et ce qui pour elle est une protection devient aux yeux des autres une preuve de culpabilité. Face à elle, le ministère public est incarné par Raymond Lindon, avocat général redouté. Il ne va pas juste l'accuser de meurtre, il va la déshumaniser, il parle d'elle comme d'une hyène, il affirme que sa tentative de suicide n'était qu'un simulacre et il insiste sur le coup de grâce derrière l'oreille, présenté comme la signature d'une exécution préméditée. En face, pour la partie civile, la famille de Félix, il y a un poids lourd, maître René Fleuriot. Lui, il sait trouver la phrase qui tue. Vos suicides, vous les ratez, vos assassinats, vous les réussissez. Une phrase qui claque, qui frappe le jury et qui fera le tour de la presse. Pour sa défense, elle, Pauline, a maître Paul Baudet. Il plaide la version de Pauline, celle d'un pacte suicidaire qui a mal tourné, d'un drame passionnel, pas d'un assassinat planifié. Il essaie de démonter la théorie du coup de grâce en disant qu'il peut très bien correspondre à un tir parti pendant une chute, mais la vérité c'est que le procès n'est pas qu'une bataille de faits, c'est un affrontement d'images. D'un côté l'image d'un jeune homme brillant, fiancé victime, de l'autre image d'une femme libre, ancienne, femme tondue, jugée immorale, froide dans le box. Et dans la France de 1953, ce match est perdu d'avance. Détail souvent oublié, dans le jury, il y a une seule femme, elle s'appelle Raymonde Gourdeau et plusieurs observateurs de l'époque pensent que c'est sa voix et sa sensibilité qui ont peut-être empêché Pauline d'être condamnée à mort. Le verdict tombe après à peine une demi-heure de délibération, travaux forcés à perpétuité, pas la guillotine, mais une vie derrière les barreaux. Après le verdict, Pauline quitte le vacarme des assises pour un autre univers, la prison. Elle est d'abord envoyée à Haguenau, puis transférée à la Petite Requête à Paris, une prison pour femmes. Et là, il faut comprendre, on n'est pas dans l'univers carcéral aseptisé qu'on peut imaginer aujourd'hui. Les cellules sont froides, sombres, souvent humides. Les journaux sont rythmés par le travail obligatoire, les inspections et un règlement strict où chaque écart peut valoir une sanction. Pauline, elle, garde le même visage qu'au procès, digne, maîtrisé, presque impénétrable. Mais derrière ce masque, il y a des failles. Elle fera 3 tentatives de suicide pendant sa détention. La première assez tôt après son arrivée. Les surveillants la trouvent à temps. Les 2 autres plus tard, presque silencieuses, comme si elle ne voulait pas que ce soit un geste théâtral, mais juste disparaître. Malgré tout, elle ne se replie pas totalement. Elle travaille, elle se replonge dans ses études de médecine et elle lit beaucoup. Et dans cet univers fermé, elle se forge une réputation paradoxale. Froide pour certaines, respectée pour d'autres. Il y a un détail qui surprend. Jacques Vergès, futur grand avocat français, assiste à son procès lorsqu'il est encore étudiant en droit. Il dira plus tard que l'affaire Pauline Dubuisson a marqué sa vision de la justice au point d'influencer sa vocation. Ça veut dire que même enfermée, Pauline a laissé une trace dans l'histoire judiciaire au-delà de son propre dossier. Ses années en prison sont marquées par une routine austère, mais aussi par une forme d'adaptation. Elle n'est pas du genre à se plaindre au maton, ni à quémander de faveur, et ça joue en sa faveur. Elle obtient des rapports disciplinaires relativement bons, ce qui, au bout de 7 ans, lui permet de demander une libération anticipée. Et le 21 mars 1960, c'est la sortie. 7 ans après avoir tiré sur Félix, Pauline retrouve l'air libre. Pas vraiment libre en réalité, parce qu'elle sait qu'à l'extérieur, son nom est encore lourd, comme une condamnation à perpétuité.
Le 21 mars 1960, Pauline franchit la porte de la prison. Officiellement, elle est libre. En réalité, elle est juste passée d'une cellule à une autre, celle du regard des autres. Elle s'installe à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, rue du Dragon. Pour passer inaperçue, elle se fait appeler André. Et son objectif, il est clair, reprendre ses études de médecine et redevenir médecin. Elle s'inscrit, assiste aux cours, travaille, elle se fond dans la masse. Mais à Paris, surtout dans ce quartier, les gens parlent. Et surtout, la mémoire médiatique, ça ne s'efface pas. Même avec un prénom changé, certains savent, ils chuchotent, et Pauline, elle serre les dents. Et là, il se passe un truc qu'elle n'avait pas vu venir. En 1960, le réalisateur Henri-Georges Clouzot sort un film qui cartonne, La Vérité, avec Brigitte Bardot dans le rôle principal. C'est une fiction, mais tout le monde sait qu'elle est inspirée de l'affaire Pauline Dubuisson. Résultat, son nom revient dans la presse, les vieux articles sont ressortis, les chroniqueurs judiciaires refont le match. Et pour Pauline, c'est une catastrophe. Elle avait presque réussi à se faire oublier, et la voilà replongée dans la masse médiatique. Imagine la scène. T'es dans un amphi, t'essaies d'écouter un cours de médecine et tu sais qu'à quelques rangs derrière, des étudiants chuchotent sur l'affaire qu'ils viennent de revoir au cinéma. C'est comme si à chaque fois qu'elle avançait d'un pas, le passé la rattrapait en courant. Et puis il y a un truc qu'il faut comprendre. Dans les années 60, la réinsertion des anciens condamnés, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de programme officiel, pas de protection de la vie privée, pas de droit à l'oubli. Quand tu portes une étiquette comme la sienne, elle est collée à vie. Alors au bout d'un moment, Pauline comprend que Paris n'est pas l'endroit où elle pourra recommencer. Elle commence à regarder ailleurs, loin. Et c'est comme ça qu'une petite annonce d'hôpital au Maroc va croiser sa route et changer définitivement le destin de Pauline Dubuisson. Début des années 60, Pauline tombe sur une annonce, l'hôpital de Mogador. Aujourd'hui, Essaouira, au Maroc, cherche un interne. Elle envoie sa candidature, mais elle ne triche pas. Dans son dossier, elle écrit son vrai nom, son vrai passé, sa condamnation. Et là, contre toute attente, le directeur l'accepte. Il lui promet discrétion. Pour Pauline, c'est presque un miracle. Changer de pays, se reconstruire, exercer la médecine, enfin avoir une vie normale. Elle s'installe alors à Mogador. La ville est calme, baignée par l'océan. Rien à voir avec Paris et ses murmures. Et c'est là qu'elle rencontre Jean Lafourcade, un jeune ingénieur pétrolier. Ils se plaisent, ils se fréquentent rapidement, il lui propose de l'épouser. Et Pauline, elle y croit. Pour la première fois depuis des années, elle envisage un futur qui ne soit pas défini par son passé. Mais un jour, tout bascule à cause d'un détail qui ressemble presque à un mauvais scénario, sauf que c'est vrai. Jean et Pauline sont dans la salle d'attente d'un dentiste. Sur la table basse, un magazine, un de ces magazines faits divers qu'on feuillette pour passer le temps. Et là, un article sur l'affaire Pauline Dubuisson, avec photos, détails et ce que la presse aime appeler le crime passionnel. Jean lit, Pauline voit son visage changer, elle comprend qu'il sait. Alors elle lui raconte tout, sans détour, mais pour lui c'est trop. Le mariage il oublie, la relation il coupe. Et pour Pauline, c'est la troisième chute. Après l'humiliation de 1944, après la prison, voilà qu'on lui arrache encore une fois la possibilité d'un nouveau départ. Le 22 septembre 1963, elle prend une décision radicale. Elle se procure des barbituriques, elle s'enferme chez elle, et écrit quelques mots simples, pas de longues explications, et elle avale les comprimés. Elle meurt à 36 ans, elle avait demandé à reposer dans une tombe anonyme au cimetière chrétien d'Essaouira. Pas de pierre, pas d'inscription, juste un emplacement, comme si après toute une vie à porter un nom qui faisait scandale, elle avait choisi de disparaître complètement. Quand on recolle toutes les pièces de l'affaire Pauline Dubuisson, on se rend compte que ce n'est pas seulement l'histoire d'un crime. C'est celle d'un enchaînement de blessures, de choix et d'un contexte social qui n'a laissé aucune marge de manœuvre à son personnage central. Première constante, le contrôle. Pauline a grandi avec un père strict, dans une famille où la discipline était une valeur. Après 1944, quand elle est humiliée publiquement, elle apprend à verrouiller ses émotions, à maîtriser son visage. Son contrôle, c'est ce qui lui a permis de survivre à la libération, à la prison, mais c'est aussi ce qui, au procès, l'a condamnée aux yeux du public. Parce que dans les années 50, on attendait des femmes accusées qu'elles pleurent, qu'elles implorent et qu'elles jouent la repentante. Elle n'a rien montré. Résultat, on l'a jugée froide et dangereuse. Deuxième constante, la honte. Celle de 1944 est une cicatrice invisible, mais permanente. Pauline ne voulait plus jamais revivre une situation où elle serait publiquement rabaissée, où elle perdrait la face. Et la rupture avec Félix. Surtout le fait qu'il se marie avec une autre. Elle ne l'a pas seulement vécu comme une perte affective, mais comme une humiliation sociale. Dans son esprit, ça ne pouvait pas être la fin de l'histoire. Troisième constante,
L'orgueil. Pauline n'était pas soumise au code féminin de son époque. Elle voulait choisir ses relations, ses études et sa vie. Mais cet orgueil, qui aurait pu être une force dans un autre contexte, est devenu un handicap quand il a fallu convaincre un jury d'hommes qu'elle n'avait pas agi par pur calcul. Et puis il y a l'époque aussi, il faut se remettre dans le contexte. La France de l'après-guerre jugeait sévèrement les femmes qui sortaient des cases. On ne lui a pas seulement reproché d'avoir tué Félix, on lui a reproché d'avoir été libre, d'avoir aimé plusieurs hommes, d'avoir vécu selon ses propres règles. L'affaire a été en un sens le procès d'un mode de vie. Enfin, il faut parler de la mécanique. On peut débattre à l'infini, assassinat prémédité ou pacte suicidaire qui a mal tourné. Ce qui est certain, c'est que chaque étape, la demande de permis d'armes, le guet devant l'immeuble, le face-à-face final est un engrenage. Et quand la machine s'est enclenchée, il n'y avait plus de marche arrière. Le drame de Pauline Dubuisson, c'est qu'elle a été jugée 2 fois par la justice et aussi par l'opinion. Et dans les 2 cas, la sentence a été sans appel. Voilà, l'histoire de Pauline Dubuisson, de ses premières blessures jusqu'à son ultime disparition. Et quand on la regarde en entier, on peut se poser une question simple mais dérangeante. Qu'est-ce qu'on a vraiment jugé en 1953 ? Est-ce qu'on a jugé uniquement 3 coups de feu tirés dans un appartement parisien ? Ou est-ce qu'on a jugé une femme qui déjà avait été condamnée par l'opinion publique en 1944 ? Est-ce qu'on a jugé un crime ou un mode de vie qui ne rentrait pas dans les cases de l'époque ? Parce que oui, Pauline a tué Félix. Ça, personne ne le conteste. Mais la manière dont on a raconté son histoire, femme fatale, hyène, messaline, a façonné le verdict avant même que le jury ne se retire. Et son visage impassible, son refus de se plier à l'image attendue de la femme coupable en larmes, c'est peut-être ça plus que la balistique qui l'a condamné. Et toi, après tout ce qu'on a vu, je voudrais savoir, est-ce que pour toi, Pauline a prémédité un meurtre froid et calculé, ou est-ce que c'était un geste désespéré, un pacte suicidaire qui a mal tourné ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette affaire, les faits eux-mêmes, ou la manière dont l'époque les a interprétés ? Mets-moi ton avis en commentaire, et surtout dis-moi si tu veux qu'on décortique d'autres affaires avec cette même précision. Alors abonne-toi, parce que dans Crime Mécanique, on ne s'arrête jamais à la surface.